Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis donc Solène, présidente de Jeune et Rose. Et comme beaucoup d'entre nous ce soir, j'ai été touchée par un cancer du sein lorsque j'étais jeune. Enfin, je suis toujours, 23 ans. Nous étions précisément le 4 février 2021, lorsque pour la première fois, j'ai senti cette boule dans ma poitrine qui était très dure. C'est un événement qui a bousculé ma vie et qui m'a ensuite donné envie de rejoindre Jeune et Rose et de m'investir pour ce collectif avant d'en devenir présidente l'an dernier. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, jour pour jour, je suis vraiment très heureuse et très émue de vous accueillir pour cette première conférence à Paris de notre association. Jeune et Rose est née d'une volonté simple, celle de ne plus laisser les jeunes femmes dans le silence et l'isolement face au cancer. Nous sensibilisons, nous créons du lien et nous portons la voix des patientes. Ce soir, vous allez découvrir des témoignages, des outils concrets et des initiatives qui montrent combien, ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes. Alors merci d'être là, votre présence compte énormément. Bravo. Donc bonsoir, je m'appelle Anne-Vincent Salomon. Ouais, beaucoup plus petite. Donc, Anne-Vincent Salomon, je suis directrice de l'Institut des cancers des femmes de l'Institut Curie et j'ai véritablement aussi le plaisir de représenter l'association Ruban Rose, parce que j'ai aussi une casquette de présidente du comité scientifique de cette association Ruban Rose. Et alors, en 2024, nous avons eu la joie de pouvoir soutenir Jeune et Rose en décernant un prix qualité de vie à Jeune et Rose, parce qu'en fait, vous portez une voix indispensable, celle des jeunes femmes touchées par un cancer du sein, et également à ceux qui les accompagnent. Alors, quelques mots sur Ruban Rose. Ruban Rose, c'est une association qui a été créée il y a plus de 20 ans et qui a 2 grandes missions: promouvoir le dépistage et donc la prévention, mais également soutenir la recherche. Et la recherche sous toutes ses formes. Donc en fait, le projet que vous portez, c'est issu d'une expérience, de l'expérience du vécu de la maladie, de la pérédance, et donc d'une parole extrêmement juste et incarnée. Donc toutes les approches de la recherche, qu'elles soient fondamentales, cliniques, ou autour de la qualité de vie et donc ces sciences humaines et sociales qui vont avec cette recherche très appliquée, sont des approches absolument complémentaires et essentielles. Et le soutien que Ruban Rose apporte à Jeune et Rose s'inscrit complètement dans notre mission commune, c'est-à-dire améliorer la prise en charge et le vécu, le bien-être des patientes pendant le vécu de cette maladie, de cette expérience, comme Catherine Tourette-Turgis aime la nommer. Et donc, je suis vraiment très heureuse, très fière d'être là avec vous. En fait, quand vous m'avez appelé et contacté, j'ai dit oui tout de suite. Voilà, c'était une évidence. Et en fait, vous pouvez, au travers de cette conférence, donner toute sa place à vos voix, à vos initiatives. Et donc, je suis ravie de maintenant vous laisser la place et je vais écouter avec grand intérêt. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup Anne et Solène. Moi je suis Mélanie Courtier, je suis la directrice de l'association et l'une des 2 cofondatrices de Jeune et Rose. Et donc j'aurai le plaisir d'être avec vous toute la soirée. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir. Ça fait chaud au cœur de voir une salle bien remplie. Donc déjà ça, je tenais à vous le dire. Depuis 30 ans, les cancers ont augmenté de 80% chez les moins de 50 ans. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la prise en charge du cancer, de façon générale, change, du cancer du sein aussi, et que dans cette phase de vie, quand on a un cancer entre 20 et 45 ans, on fait face effectivement à des enjeux et à des problématiques au quotidien qui sont très particulières, très spécifiques, et c'est ce dont on va parler ensemble ce soir. Notre conférence, elle s'appelle donc « Améliorer la qualité de vie des jeunes femmes touchées par le cancer du sein ». Ensemble.
Donc l'idée, c'est vraiment qu'on soit dans cette réflexion collective, et on est vraiment partisane depuis le départ de la création de cette association, du faire avec, du faire ensemble. Et c'est ce qu'on va essayer de partager avec vous ce soir. Chacun a sa place dans le parcours d'accompagnement d'une femme qui traverse cette expérience. Donc que ce soit les associatifs, et je sais qu'il y a beaucoup d'assos, amis, partenaires qui sont là ce soir, et je les remercie aussi, parce que sur une date comme celle d'aujourd'hui, je sais que c'est vraiment difficile de vous libérer. Donc merci d'être là, ça nous touche beaucoup. Et puis voilà, il y a les associations, il y a les professionnels de santé, il y a les patientes, il y a les acteurs du soin aussi périphériques qui sont essentiels. On est tous les maillons d'une même chaîne, et ce soir, on va voir comment on peut travailler ensemble au quotidien. On va vous présenter un panel d'outils et d'approches qui sont des propositions, des réflexions, des portes ouvertes. On n'a pas vocation à présenter des choses totalement exhaustives et d'avoir la réponse à tout. On n'est pas... Voilà, on n'a pas cette prétention. On est juste là pour être force de proposition et pour partir de nos vécus et de nos expériences et essayer d'en tirer quelque chose qui puisse être utile à toutes et tous. On a choisi de faire une conférence qui va plus s'appuyer sur le vécu, sur l'expérience humaine, et donc moins sur le côté scientifique ce soir, même si on va aborder des choses aussi techniques. Mais l'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur le vécu et l'expérience patient, comme Anne l'a très bien souligné. C'est notre spécificité. Et sur le petit point technique, donc on est ensemble pour 1h30. On est accueillis ici par la BFM, que je remercie très chaleureusement, et par toutes ces équipes qui nous accueillent gratuitement et généreusement. Donc je les remercie vraiment de nous avoir permis d'avoir une si jolie salle pour ce premier événement parisien. Et on a une contrainte de temps qui fait qu'on doit libérer l'espace entre 21h30 et 22h, dernier carat. Donc, d'où ce cocktail qu'on vous a proposé et ce temps de convivialité avant le début de la conférence. Donc, ça y est, c'est parti. Donc, on va commencer. Merci beaucoup. On l'avait appelé comment, le cancer de maman? Le bobo. Donc le bobo, oui, j'avais choisi un mot assez simple, adapté, parce qu'au moment du diagnostic, il avait 5 ans. On peut proposer des techniques dites de préservation de la fertilité. La technique idéale qu'on peut proposer, plutôt quand on commence par une chirurgie, c'est la technique de stimulation avec congélation, qu'on appelle donc vitrification, c'est une technique de congélation rapide, des ovocytes. Il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'on a seulement 10% des patientes qui osent parler de ces problématiques à leur médecin. Donc c'est vraiment à nous, professionnels de santé, à initier le dialogue. Et là, je savais qu'en fait, j'avais de nouveau un cancer. Donc, le projet bébé naturel, en tout cas, via la FIV, s'est arrêté à ce moment-là. En revanche, je pense qu'on peut devenir parent autrement. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, en étant parent de tous nos petits bébés poilus. Mais ouais, je pense que le deuil ne se fait jamais réellement. Et voilà, deuxième grossesse dans la foulée, c'était une annonce incroyable parce qu'on s'y attendait pas non plus. Un enfant, c'était fou, mais alors 2 enfants, c'était incroyable. Il s'agissait bien d'un cancer inflammatoire du sein. La tumeur faisait 7 cm sur 8. J'avais vu 6 médecins, j'avais passé 3 échographies, une mammographie, pris 2 traitements antibiotiques. Ça faisait déjà 2 mois que ce sein était rouge et personne n'avait rien vu. Donc, là, ce que vous venez de découvrir, ce sont des extraits de ce que nous appelons les vidéocapsules. Donc, ce sont des vidéos qui s'inscrivent dans le cadre de notre projet Alerte Rose. C'est notre projet de médiation et d'information co-construit entre patients et professionnels de santé. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des points de vue qui se croisent entre l'expérience patient, le vécu de ce que nous, on a pu traverser, et puis des points de vue plus techniques, scientifiques, le regard
des professionnels de santé. Elles ont été co-construites avec notre comité scientifique, qui est très impliqué dedans, qui est même sur les tournages. Et ce sont des supports qui sont assez essentiels pour nous. Chaque vidéo fait entre 10 et 12 minutes. Donc là, vous avez juste vu des petits extraits pour vous les faire découvrir. Et ces vidéos, elles servent de point d'appui, de lancement de réflexion. L'idée, c'est elles ont été pensées, destinées plutôt pour les professionnels de santé ou de l'accompagnement en oncologie. Mais elles sont aussi totalement utiles pour les patientes directement, pour pouvoir leur dire vous n'êtes pas seul, il peut exister des ressources qui sont adaptées à ce que vous traversez, et donc mettre en lumière des inquiétudes, des questionnements qui sont ceux et celles que l'on a identifiés comme étant prioritaires chez les patientes qu'on accompagne ou même chez les membres de notre équipe. Donc ce sont des capsules qui abordent des sujets intimes, complexes, assez douloureux, qui vont toucher à la qualité de vie, à l'identité, aux projections et au vécu des patientes. Et nous avons choisi le format vidéo parce que pour nous, c'était le meilleur média, on va dire, pour incarner en fait cette parole. Donc c'est des vidéos qu'on peut diffuser par exemple en faculté de médecine, parfois en école de sage-femme ou même dans des centres de soins ou dans différents événements et qui sont accessibles sur notre site internet. Le but, c'est d'humaniser une information et de créer un espace où on peut donner toute la place à ce qu'on appelle le croisement des savoirs, donc le savoir médical et le savoir expérientiel, pour avoir cette vue d'ensemble très englobante sur les problématiques qu'on évoque. Les objectifs de ces vidéos, pour nous, on les voit comme des outils, comme des vecteurs aussi pour optimiser le temps de consultation, pour peut-être aussi lancer des perches. C'est un petit peu leur objectif. Permettre d'anticiper ou de devancer certaines questions, certaines appréhensions des jeunes femmes, faciliter l'abord de sujets qui sont parfois sensibles. On a entendu tout à l'heure le docteur Hichem qui disait que seulement 10% des patientes osent aborder, par exemple, le sujet de la sexualité. Donc c'est énorme, ça veut dire que 90% d'entre elles ne l'abordent pas, alors qu'on sait que c'est un sujet qui peut être très important dans le cadre de traitements en oncologie. Donc améliorer l'information et le soutien des jeunes femmes, bien sûr, et favoriser une prise en charge globale et humaine. Donc c'est tout l'enjeu de ces vidéos. Je vais vous présenter un peu plus en détail chacune des vidéos et puis ensuite on aura un petit temps d'échange. Donc elles sont au nombre de 6, ces vidéos. La première qu'on a construite, c'était un cancer du sein, le dépistage d'un cancer du sein pendant une période de grossesse ou d'allaitement. Pourquoi ? Parce que c'est une période où c'est très difficile en fait de dépister un cancer du sein tôt, de façon précoce, parce que la poitrine forcément connaît des grandes transformations dans cette phase de vie, qui fait que déjà nous-mêmes on ne se rend pas toujours compte en fait qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'on doit s'en inquiéter. Donc avant qu'on donne l'alerte, il se passe un temps, et quand on donne l'alerte, parfois il se passe aussi un temps, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas cancer du sein quand il y a un changement d'aspect dans la poitrine dans cette phase-là. Donc cette vidéo était la toute première du projet Alerte Heureuse. Ensuite, cancer et sexualité, comme je viens de le dire, sujet pour nous essentiel et très important. Donc là, c'est pareil, toujours le même format. On va croiser l'expertise, en l'occurrence d'une psychologue et d'un gynécologue et de 2 patientes qui vont expliquer quelles sont les ressources ou les solutions, mais aussi les problématiques qui se sont imposées à elles pendant leur parcours. Repenser ses projets parentaux, ça c'est une vidéo qui va traiter de tout ce qui concerne le fait de parfois devoir renoncer à son projet de devenir parent, parfois temporairement, parfois définitivement, selon la situation. Donc c'est un sujet qui peut être lourd, qui peut être très difficile et qui n'est pas facile à aborder des fois en consultation. Et donc cette vidéo, elle a été pensée comme un support pour pouvoir essayer de déverrouiller en fait certaines choses et d'ouvrir le dialogue, notamment sur l'adoption, parfois qui peut être un projet post-cancer.
Parler du cancer aux enfants, ça c'était quelque chose qui nous était beaucoup demandé. Donc on a créé ce support avec aussi un ensemble de livres qu'on a identifiés qui peuvent aider, qui peuvent être des supports pour accompagner donc les parents. Et là on est au-delà du cancer du sein. Hein, ça peut être sur tout type de cancer. C'est vrai comment on parle de la chimio, à quel moment, des impacts des traitements, de la maladie, comment on la nomme. Ou on ne la nomme pas, ou différemment. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses dans cette vidéo où on a une maman et son petit garçon et une oncopsychologue de l'Institut Bergonié qui essaye de décrypter un petit peu tout ça. On a une vidéo bien sûr sur le sujet de l'oncofertilité, c'est un sujet, c'est sûr, majeur dans notre association. Donc là, pareil, un partage d'informations et d'actualités scientifiques sur le sujet, et de retour d'expérience de patientes. Le sujet d'une grossesse après un cancer, donc c'est dans la continuité de l'oncofertilité, on va dire l'étape d'après. Donc ça, c'est une vidéo pleine d'espoir et qui nous était aussi beaucoup demandée du côté patiente comme du côté soignant, en fait, pour essayer de pouvoir mettre en avant de l'espoir, en fait, et des possibles. Donc c'est une vidéo très importante. Et donc là, je vous ai présenté celles qui existent, mais on a aussi plein de projets puisqu'on en fait, on fait entre 2 et 3 vidéos nouvelles chaque année. Donc en cours, là, il y a le sujet du cancer métastatique, puisque c'est vrai qu'avoir un cancer métastatique, forcément à tout âge de la vie, mais en particulier quand on l'a tôt, ça va nous accompagner tout au long de notre vie. Et donc là, effectivement, on va être aussi dans d'autres formes de défis à relever. Et donc, pour nous, c'était important de traiter ce sujet, puisqu'en plus, il y a quand même beaucoup de jeunes femmes qui traversent des cancers métastatiques d'emblée, donc qui sont confrontées à ce sujet-là dès le début de leur parcours. Donc, c'est un enjeu qui nous semble assez majeur. Il y a le sujet de l'allaitement après un cancer. Donc, ça, c'est aussi des questionnements qui revenaient très souvent dans notre association. Est-ce que c'est possible? Si oui, comment? Voilà, donc on a décidé de traiter ce sujet-là dans une vidéo. Tout ce qui est autour de la PMA, du diagnostic préimplantatoire, du don d'ovocytes, c'est aussi des choses qui revenaient, et les cancers avancés aussi, pour des sujets plus lourds, mais aussi importants à aborder. Et puis, il y a marqué donc, à vos idées, effectivement, parce que notre idée ce soir, c'est aussi de vous donner la parole. Donc, en fin d'événement, il y aura des petits QR codes. Et donc, l'idée, c'est que par rapport à tous les échanges qu'on aura eus dans la soirée, si vous-même, vous estimez qu'il y a des sujets qui ne sont pas couverts ou qui pourraient l'être davantage, et bien, en fait, on est très, très, très preneuse de vous investir avec nous dans ce travail et pourquoi pas peut-être aussi de s'engager collectivement sur des groupes de réflexion, des groupes de travail autour de ces vidéos. On en serait vraiment très heureuse, mais en tout cas, toutes vos idées seront les bienvenues pour les prochaines vidéos. Et puis maintenant, je vais arrêter de parler seule. Je vais passer à la partie table ronde où je vais inviter le docteur Florence Coucy à me rejoindre, ainsi que Anaïs Germain, qui est patiente chez Genereuse, pour parler un petit peu plus précisément du cancer et de la parentalité. Oui, vous pouvez le applaudir. Bonjour. Ben, Justine, je t'ai oublié. C'est pas comme si tu étais sous mes yeux en plus et qu'on avait répété toute l'après-midi. Justine Sally-Rojas, du coup, tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour moi. Et son incroyable veste. Merci beaucoup. Donc, docteur Coucy. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus les altérations du coup sur la fertilité que peuvent avoir les traitements du cancer? Donc en fait, la première question, c'était revenir sur quel peut être l'impact des différents traitements sur la fertilité de la femme. Le
les impacts ils peuvent être de deux types. En fait, liés au traitement en lui-même, quel traitement va être toxique pour ma fertilité? Et là, vous allez voir qu'on va parler plutôt des traitements qu'on dit systémiques, c'est-à-dire les traitements qui vont aller dans tout le corps, en particulier la chimiothérapie. Cet impact sur la fertilité, il va être dépendant du type de chimiothérapie qu'on reçoit, de la dose, mais aussi de l'âge auquel on reçoit le traitement. Et en particulier en se disant que plus on est jeune, moins l'impact sera important. Donc ça, c'est l'impact du traitement lui-même. Et puis aussi, il y a un autre impact, c'est-à-dire que quand on va commencer un début de parcours de prise en charge du cancer du sein, on va vous demander de ne pas être enceinte pendant les traitements, parce qu'en particulier, la chimiothérapie, elle entraînerait des malformations, en particulier en début de grossesse. Et puis, on va demander un temps de sécurité aussi après la fin des différents traitements. Et vous savez que la fertilité de la femme, elle diminue avec le temps. Depuis notre naissance, globalement, ça diminue, et à partir de 30-35 ans, encore plus. Et donc, il y a l'impact du temps qui passe. C'est ne pas être enceinte maintenant, mais de mettre un délai avec le désir de grossesse. Donc, finalement, il y a ces deux impacts qui peuvent avoir justement cet impact sur la fertilité. Ok, merci beaucoup. C'est hyper complet. Est-ce que, du coup, la préservation de la fertilité se fait toujours de la même façon selon les situations ? Alors en fait, la question c'est déjà comment on préserve la fertilité. Et je pense que même avant de dire ça, c'est ce qui est hyper important, c'est de toujours informer une femme jeune quand elle débute un parcours de prise en charge pour un cancer, de l'impact des différents traitements dont on vient de parler, mais aussi des techniques de préservation de la fertilité, quelles qu'elles soient. Je pense que l'information, elle est majeure. Je pense aussi qu'une information majeure aussi, c'est de se dire que globalement, quand on regarde l'impact des différents traitements, on n'en a pas beaucoup parlé, l'impact, il est plutôt dit modéré à minime. Mais en fait, ça veut dire quoi, modéré à minime ? Je pense que le meilleur point à regarder, c'est mais est-ce qu'il y a des grossesses après cancer du sein ? Est-ce que ces grossesses, elles sont spontanées ? Parce que c'est ça le meilleur, on va dire, résultat, ce qui va être à l'image de votre fertilité. Et donc, avant de parler même préservation de la fertilité, je pense qu'il faut qu'on ait tous la même information, c'est de se dire, OK, après cancer du sein, il y a des grossesses, qu'on a des chiffres, que 70% des femmes qui essaient d'être enceintes et qui veulent une grossesse auront une grossesse, et que la majorité des grossesses sont spontanées. Mais maintenant, OK, on sait ça, mais l'information, elle est importante. Il faut que toutes les femmes jeunes, elles soient, on puisse leur donner l'information donc, de l'impact des traitements et puis des possibilités quand même de préserver la fertilité. Okay ? Parce qu'à l'heure actuelle, malgré tout, même si la majorité des grossesses, elles seront spontanées, je n'ai pas de marqueur qui va me dire vous, OK, ça va fonctionner et peut-être là, ça sera difficile. Et donc, l'information sur les différentes techniques, il y a différentes techniques pour préserver la fertilité, des techniques qu'on dit invasives. Donc, globalement, c'est quoi ? C'est je vais prendre des ovocytes et je vais les congeler. Et donc, la méthode, et d'ailleurs, il y a une vidéo hyper bien faite, la méthode qui a montré de meilleurs résultats, c'est ce qu'on appelle la stimulation hormonale, pour avoir plein d'ovocytes matures, et puis une ponction. On prend les ovocytes, et puis on les congèle, voire même on peut congeler des embryons. Ça, c'est la technique qui va donner le meilleur résultat. Et puis il y a des techniques, une technique autre, toujours invasive, qui est de se dire, ouais, mais peut-être que dans certains cas, j'ai pas le temps de faire la stimulation qui dure 15 jours. Et puis parfois aussi, je me pose des questions sur est-ce que vraiment stimuler de manière hormonale, par exemple tumeur en place, est-ce que vraiment c'est ce que je peux proposer ? Et donc il y a une autre technique qui s'appelle la maturation in vitro. Donc là, on ne va pas stimuler, on va aller prendre directement ces petits ovocytes immatures, on va les maturer, puis on va les congeler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les techniques invasives. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle aussi les techniques optionnelles, c'est de se dire, OK, donc celle-là, c'est la chimiothérapie qui est toxique. Donc je vais proposer, pendant le temps de la chimiothérapie, de faire un blocage ovarien par des injections anti-hormonales. Et donc ça a été montré que les femmes, elles allaient retrouver plus vite les règles et il y avait plus de grossesse. Donc ça, c'est plutôt optionnel parce que là, on ne va pas pouvoir vous dire combien d'ovocytes on a congelés. Et je pense que ce qui est important, c'est après, c'est ces techniques-là, on les propose en fonction du type de parcours. Est-ce que la tumeur est en place ? Est-ce que donc je vais commencer par une chimiothérapie première ? En fonction du type de cancer. Et puis en fonction de l'âge aussi de la femme, parce que ces techniques, elles fonctionnent d'autant plus qu'on est jeune. Et puis surtout, à la fin, c'est la femme aussi, beaucoup, qui décide de si elle souhaite ou pas faire cette technique. Merci beaucoup. Et effectivement, donc là, on voit qu'il y a vraiment une multitude de situations, de parcours qui diffèrent en fait totalement d'une femme à une autre. Et justement, toutes les deux, vous êtes là pour en témoigner avec des parcours très différents. Est-ce que
Justine, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu, toi, quel a été où tu en étais en fait de tes projets parentaux et sur ce sujet de l'oncofertilité, comment ça s'est passé pour toi? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai eu un cancer du sein quand j'avais 26 ans. Et en fait, à cette époque-là, je venais à peine d'aménager depuis 2 mois avec l'homme qui est devenu mon mari aujourd'hui. Et donc, on savait tous les deux qu'on voulait des enfants plus tard dans notre vie. Mais on n'en avait jamais vraiment discuté réellement. Enfin, c'était pas un projet qui était immédiat. Donc voilà. Et lors de mon premier rendez-vous avec l'oncologue, on s'est retrouvés dans le bureau. Donc elle nous a expliqué, parce qu'il était avec moi, tout le protocole. Et est arrivée la question, est-ce que vous voulez des enfants ? Donc c'était un peu bizarre, un peu gênant. On savait pas trop quoi répondre en fait. Mais on a compris. Elle nous a expliqué en fait pourquoi elle nous posait cette question-là. Donc elle nous a parlé de l'oncofertilité. Et on a compris qu'il fallait donner une réponse immédiatement avant de sortir du rendez-vous pour du coup préparer cette éventuelle oncofertilité, parce que c'était la première étape, en tout cas pour moi, de mon protocole avant de commencer la chimiothérapie, etc. Donc on n'a pas trop eu le temps de réfléchir, et puis il y a beaucoup d'infos aussi, donc on ne sait pas trop quoi. Donc voilà, j'ai dit ok, préservons ma fertilité, sans vraiment poser de questions, je ne savais pas trop, donc voilà. Tu es allée en confiance dans ce parcours-là et ça t'a rassuré aussi peut-être, avant de partir sur les chimiothérapies, d'avoir pu faire cette préservation? Honnêtement, j'ai pas trop réfléchi. Tu n'y pensais pas à ce moment-là? Non, pas du tout. J'étais pas trop là-dedans parce que je pensais juste guérison, et en fait, je savais pas. Parce qu'à ce moment-là, ton projet parental, il n'était pas forcément encore c'est ça, à l'heure du jour. Il n'était pas présent immédiatement. Donc voilà, et puis on vient d'apprendre qu'on a un cancer, etc. Donc on est vraiment à 10 000 lieues de penser ça, quoi. Ouais. Et entre-temps, donc ça, c'était il y a 5 ans. 5 ans. Donc aujourd'hui, par contre, tes projets de vie, on va dire, et notamment tes projets parentaux ont évolué. Donc tu en es où aujourd'hui? Du coup, je suis plus dans un projet un peu moins lointain, en tout cas, donc un peu plus présent. Donc pendant à peu près 3-4 ans, je me suis pas trop renseignée en fait sur tout ça. Et là récemment, il y a quelques mois, je me suis dit je vais quand même me renseigner un peu sur l'après en fait, parce que peut-être que est venu le moment de me renseigner. Et en fait, moi, j'ai le gène BRCA1. Donc, on m'a parlé de la prouesse technique du DPI, donc qui est le diagnostic préimplantatoire. Et donc, on m'a dit que c'était vraiment une prouesse technique, quoi. Donc, je me suis renseignée un petit peu plus sur le sujet avec une conseillère en génétique, etc. Et je me suis rendu compte que le parcours était un petit peu périlleux, les chances de réussite pas très élevées. Donc voilà, après énormément de discussions avec mon mari, avec ma psychologue aussi, moi, en tout cas nous, on a pris la décision de pas monter un dossier pour faire cette technique du DPI, mais d'essayer d'avoir un enfant naturellement. Donc c'est une décision qui est assez dure à prendre parce que on vit avec un peu cette charge mentale de se dire du coup on fait le choix de potentiellement donner le gène à notre potentiel futur enfant. Il y a beaucoup de choses potentielles, mais voilà. Et donc voilà, donc nous c'est la décision qu'on a prise, c'est le choix qu'on a fait. D'ailleurs, Jeune et Rose a fait un webinaire là-dessus, 2 webinaires, je crois, il y a pas si longtemps, sur le sujet, qui est hyper important. Oui, parce qu'il y a beaucoup de patientes qui, par contre, qui, elles, voient ça comme une vraie bouffée d'air, justement, dans leurs décisions, et qui s'en saisissent, le diagnostic préimplantatoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour peut-être s'assurer, en fait, vérifier d'éviter le risque de transmettre, en fait, le gène BRCA. Donc je sais que pour beaucoup de patientes, c'est quelque chose qui était très attendu et qui est une vraie solution aussi.
Mais il y a autant, comme le disait le docteur Coucy, il y a autant de chemins qu'il y a d'individus, en fait. Donc, c'est ça. Et l'idée, en fait, c'est que toutes les jeunes patientes puissent avoir les infos nécessaires pour prendre des décisions éclairées et suivre le chemin qu'elles ont envie de suivre, quoi. Bah, exactement. Oui, c'est ça. Donc on y revient, c'est ce que disait le docteur Coucy à l'instant, l'information, quoi. En fait, effectivement, pour pouvoir s'orienter dans un parcours qui est quand même complexe, où il y a quand même beaucoup de chemins possibles et de décisions à prendre, et dans un moment où émotionnellement on est quand même fragilisé. Donc c'est pas facile de s'orienter, et c'est là où c'est important de pouvoir avoir des discussions libres, des supports d'information clairs et vérifiés, pour pouvoir, dans ce chemin-là, un petit peu arriver à une décision donc, sereine. Surtout, c'est ça. Donc toi, j'ai envie de faire une parenthèse et de parler de Fanny, qui, elle, aussi, comme toi, le gène BRCA, c'est une de nos bénévoles, qui est à Lorient et qui, elle, a fait ce choix, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, de l'adoption, elle. Parce que c'est son chemin. Elle a choisi de ne pas envisager une grossesse naturelle pour des raisons en lien avec le BRCA. Et elle a choisi le chemin de l'adoption. C'est un chemin dont on parle peu, en fait, dans le sujet du cancer. Et pourtant, qui, pour beaucoup de femmes, en tout cas nous, dans notre association, ça a inspiré une dizaine de patientes qui ont choisi de s'orienter dans cette voie-là aussi. Et Fanny, après, alors c'est long, hein, c'est complexe et long, mais après 5 ans d'attente, elle a eu son petit bébé. Donc on voulait vous partager quand même la photo qu'elle nous a envoyée. Voilà, les photos de Titouan. Ça, c'était vraiment pour nous, c'est arrivé en fin d'année et c'était le plus beau film de Noël de chez Jeune et Rose. C'était l'arrivée de Titouan dans la vie de Fanny et Benjamin. C'était assez magnifique. Donc on attend maintenant de faire part de naissance. Justine. On croise les doigts. Et toi, Anaïs, donc toi, tu as un chemin différent. Déjà, merci d'être là ce soir parce que tu es venue de loin, du sud. Ça a été compliqué. Donc, merci beaucoup d'être là. Et toi, tu as eu la chance d'aller au bout de ton projet parental. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et comment ça s'est passé ? Oui, alors du coup, moi, je me suis rendu compte de mon cancer quand j'avais 31 ans. Et ça faisait déjà 1 an qu'on essayait avec mon mari d'avoir un enfant. Donc on commençait un parcours de PMA. On était vraiment au tout début du parcours. Et donc c'est là où j'ai senti la boule. Et donc après tous les examens a été très vite demandé parce que en fait moi au début j'ai jamais pensé que j'allais mourir, mais vraiment ce recul de ce projet parental, ça a été très compliqué pour moi à vivre. Donc dès le départ, on a dit à l'oncologue que c'était vraiment notre projet. Donc j'ai eu la chance, en fait c'est un cancer hormonal que j'ai, mais j'ai eu la chance d'avoir pu être opérée avant la chimio et tout ça. Donc j'ai pu être opérée et j'ai pu faire une stimulation pour conserver mes ovocytes. Donc j'ai conservé 19 ovocytes. Et ensuite, donc, j'ai enchaîné chimio, radio et donc hormonothérapie. Et du coup, j'ai commencé l'hormonothérapie en disant à mon médecin, moi, dans 2 ans, je veux faire la fenêtre thérapeutique. Du coup, là, à ce moment-là, j'étais sous tamoxifène. Et donc, 6 mois après que je commence, il y a une étude qui s'appelle Positive qui est sortie. Où en fait les patientes font 1 an et demi d'hormonothérapie et il n'y a pas plus de récidive que 100. Donc du coup je suis retournée voir mon oncologue en disant 1 an et demi, moi je vais arrêter. Du coup il m'a passé, parce que tamoxifène on doit l'arrêter 9 mois avant, donc il m'a passé sous aromazine, donc sous double hormonothérapie, aromazine et décapeptile. Et donc en février 2024 j'arrête mon hormonothérapie. On commence on n'a pas essayé de faire naturellement parce que c'était déjà compliqué avant, donc on n'a pas tenté, sachant que la fenêtre thérapeutique c'est 2 ans mais grossesse comprise, donc en fait voilà, du coup c'est un peu stressant.
Donc on a commencé à décongeler les ovocytes. On a implanté un embryon ça n'a pas fonctionné à 2 reprises avec mes ovocytes congelés. Et donc du coup, on a pris la décision avec mon oncologue de recommencer une FIV en entier, donc de stimuler, de récupérer des ovocytes frais et d'implanter. Et donc du coup, en décembre, on a eu la bonne nouvelle de savoir que j'étais enceinte. Et donc j'ai une petite fille maintenant qui est née, depuis septembre, donc il y a 4 mois. Et donc tout le monde se porte bien. Voilà, j'ai pas pu l'allaiter parce que du coup il a fallu reprendre l'hormonothérapie 1 mois après, mais c'est le principal, voilà. Donc voilà. Félicitations. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage parce que je pense qu'il apporte aussi beaucoup d'espoir. Docteur Coucy, quand parfois vous vivez ces situations, vous accompagnez une jeune femme et dont le projet de grossesse naturelle parfois n'est pas une option. Comment est-ce que vous, dans votre accompagnement, vous gérez ça ? Oui, des fois, il y a des situations complexes, c'est-à-dire des situations où finalement la grossesse ne va pas être compatible avec le parcours de soins idéal ou le parcours de soins qui permet d'apporter le meilleur traitement. Donc, par exemple, dans certains cas, en particulier les femmes qui ont une maladie métastatique où la maladie est partie à distance, le traitement il va être proposé au long cours. C'est une maladie chronique. Et finalement, une pause de traitement pour permettre une grossesse, là, n'est pas envisageable parce que ce qu'on souhaite, c'est le meilleur traitement pour la femme. Donc, c'est ces situations-là où c'est complexe pour la femme, c'est complexe pour toute l'équipe. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est... voilà, on n'est pas seul. Alors nous, en tant que professionnels de santé, je pense qu'il faut se respecter la temporalité. Chacun a besoin de temps, la femme, le couple aussi. On n'est aussi pas seul, nous, en tant que professionnels de santé, c'est-à-dire qu'il y a aussi les oncopsychologues qui peuvent aussi aider dans ces situations-là. Et puis la dernière chose aussi, c'est que voilà, la femme qui est dans cette situation, elle n'est pas seule. Elle a ses professionnels de santé et puis... voilà, elle a aussi tout ce qui va l'accompagner, ce que j'appelle presque la sororité, c'est-à-dire vous avez fait une vidéo là sur la parentalité qui est super, et c'est justement là où on se dit finalement dans ces situations qui sont complexes, eh bien on peut aussi faire appel à ses sœurs et puis qui vont nous aider aussi à trouver une parentalité, alors soit faire un deuil de parentalité, soit parfois trouver une autre parentalité, et je trouvais que la vidéo était vraiment illustrer hyper bien cette situation-là. Mais merci beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'on a essayé de montrer d'autres possibles. Et voilà, c'est pour essayer de préserver un espoir aussi. Merci beaucoup. Il y a Anaïs qui a mentionné aussi l'étude positive et peut-être les avancées aussi qui sont plutôt rassurantes sur les fenêtres thérapeutiques. Et est-ce que là-dessus, vous pouvez nous en dire un mot ? C'est ça. En fait, la grossesse après cancer du sein, ça a énormément évolué depuis des années. C'est-à-dire que si on se retrouvait il y a 20 ans, c'était « oh là là, il ne faut pas faire de grossesse après cancer du sein, on n'a pas vraiment de données ». Puis en fait, non, maintenant, on a quand même beaucoup de données déjà qui nous disent qu'une grossesse après cancer du sein, c'est possible et ça ne va pas impacter la guérison de la femme. Donc ça, c'est la première donnée. Et puis après, il y a la question de quand. Et c'est ça, en fait, c'est que quel que soit le type de cancer, on va demander d'abord un temps de sécurité, c'est-à-dire un temps depuis la fin de l'arrêt des traitements, un temps à partir du moment du diagnostic, qui est souvent de 2-3 ans. Et puis après, il y a cette étude-là qui s'appelle l'étude positive, qui a vraiment posé la question, mais moi, j'ai un cancer du sein hormonodépendant, je suis sous hormonothérapie qu'on m'a prescrit pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, et moi, je vais avoir un désir de grossesse avant. Donc, est-ce que je peux faire une pause d'hormonothérapie et faire une grossesse à ce moment-là ? Et c'est exactement ce qu'a proposé cette étude. Donc, en fait, cette étude, c'est après 18 mois à 3 ans d'hormonothérapie bien conduite, parce que c'est hyper important de la prendre au départ, faire une pause de 2 ans pour permettre la grossesse et reprendre l'hormonothérapie après. Et en effet, cette étude, elle a montré que ça n'impactait pas le parcours de guérison des femmes. Et donc, donc c'est quelque chose qu'on propose en effet, cette pause d'hormonothérapie après un temps d'hormonothérapie bien prise. Et ça, c'est fait de manière... on a des données de sécurité, on est rassurant. Ça, c'est une très bonne nouvelle et cette étude porte tellement bien son nom.
Donc, oui, ça, encore une fois, un message d'espoir et puis qui rassure aussi, tout simplement. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Justine ou Anaïs ? Pas forcément. C'est très complet. Pardon. Non, mais si on peut continuer peut-être à faire des petites vidéos qui puissent éclairer les choix de chacune, ça peut être top. On a évoqué dans les vidéos à venir la PMA avec la DPI, etc. Donc il faut juste continuer à donner de l'info, c'est hyper précieux. Donc c'est tout ce que j'ai. Très bien. Oui, je rejoins toutes ces vidéos, c'est hyper important pour donner de l'espoir et pour même se faire poser des questions et avoir des réponses à nos questions. Donc, hyper important. Merci beaucoup. Docteur Coucy. Moi, je rajoute aussi quelque chose, le point de vue. En fait, moi, déjà, un grand merci. Parce que c'est vrai que moi, je fais de l'oncologie depuis maintenant plus de 15 ans. Et il y a 15 ans, en fait, en particulier pour les femmes jeunes, il n'y avait pas d'explication. Les femmes jeunes ne se retrouvaient pas entre elles. Que ce soit dans les salles d'attente où la voisine elle est un peu plus âgée, elle n'a pas obligatoirement les mêmes questionnements, sachant que les échanges sont tout à fait sont toujours très intéressants. Mais clairement sur certains objectifs, c'était pas obligatoirement les mêmes questionnements. Et puis il y avait un manque d'information, les associations de patientes aussi qui sont toutes extraordinaires, mais pas d'association dédiée. Et grâce à vous, on retrouve de l'information hyper pointilleuse, hyper importante pour les femmes jeunes. Donc merci. Et merci aussi parce que ce que vous avez dit aussi sur l'aide pour le personnel soignant, c'est exactement ça. C'est-à-dire sur des fois des situations où on n'est pas très à l'aise, c'est exactement la sexualité, vous en avez parlé, la parentalité. Ça, clairement, même pour le personnel soignant, c'est très aidant. C'est exactement ce que vous avez dit, créer un lien. Voilà, il y a de l'information qui existe. Donc merci. Et puis le deuxième remerciement aussi, c'est que à l'Institut Curie, sous l'égide de l'Institut hospitalo-universitaire des cancers des femmes, on crée un hôpital de jour de prise en charge spécifiquement de la femme jeune et on le co-construit avec vous, pour trouver qu'est-ce qui manque à la femme jeune et qu'est-ce qui est adéquat pour la prise en charge de la femme jeune. Donc un grand merci de co-construction et pour tout ce que vous faites pour la femme jeune. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois et merci aussi pour l'accueil qui nous a été fait dans ce groupe de travail où on prend beaucoup de plaisir à s'investir. Donc, merci à toutes les trois. Donc là, toutes les vidéos dont on a parlé, donc vous avez vu que tous vos sièges sont équipés de tote bags, de petits sacs dans lesquels on a glissé plein de petites choses. Et notamment, on a glissé donc ce flyer sur nos vidéocapsules. Et donc, vous pourrez retrouver un petit QR code qui renvoie vers l'ensemble des vidéos. Et derrière, nos contacts, parce qu'en fait, comment nous joindre. Donc, il y a un mail pour les professionnels de santé et il y a aussi un mail pour les patientes. Donc, on a essayé de faire le plus facilitant possible. Et il y a aussi un petit livret qui reprend toutes les petites fiches pédagogiques qui accompagnent les vidéos. Donc voilà, normalement, vous êtes équipés et vous pourrez comme ça retrouver tous ces éléments tranquillement et en prendre connaissance. Donc là, on vient d'aborder dans cette première partie l'impact des traitements dans le quotidien des patientes. On va aborder dans une deuxième partie les enjeux plutôt, on va dire, psychosociaux du cancer du sein chez les femmes jeunes. Ce sentiment de décalage qu'on a un petit peu évoqué avant, parfois dans les salles d'attente, l'impression de ne pas toujours s'identifier dans les services, parce que c'est vrai qu'on a parfois en tête que le cancer est une maladie du vieillissement, même si on voit bien que les choses changent dans la physionomie des cancers ces dernières années. Mais il y a en tout cas souvent ce sentiment de solitude qui est exprimé par les patientes, que Solène a exprimé aussi tout à l'heure. Et donc là, ce dont on voudrait vous parler dans cette deuxième partie, c'est le sujet de la pérédance
et donc de ce que on peut mettre en place en tant qu'asso de patientes pour créer ce lien entre nous, en fait, ce lien d'entraide, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un sujet fondamental dans notre association parce que c'est carrément l'historique, la genèse, on va dire, de Jeune et Rose. Donc, au tout départ, donc je vais faire court parce que je sais que je ne dois pas m'étendre, mais quand même vous dire un mot de l'historique de cette association. Donc, on était à la base, on était deux, et donc on a toutes les deux, on avait un cancer, on a eu un cancer à l'âge de 30 ans. Ça fait un temps certain maintenant, je ne dirais pas. Donc, et moi, voilà, on avait toutes les deux 30 ans et on avait toutes les deux accouché pas longtemps avant. Donc, avec aussi cette difficulté de diagnostic initial liée au fait qu'effectivement le cancer était arrivé dans une phase de vie où, comme on l'a dit, c'est pas forcément évident d'identifier que la modification qu'on observait sur notre corps était pas naturelle et normale et liée à la grossesse ou à l'allaitement, mais bel et bien liée à une pathologie cancéreuse. Donc quand on s'est croisé avec Christelle un peu de façon plus ou moins fortuite, parce que grâce au concours quand même d'une infirmière qui nous a aussi connectés, eh ben on s'est reconnus en fait. On s'est reconnus alors qu'on ne se connaissait pas. Et ça, c'était extrêmement puissant. Elle était vers la fin de son parcours et moi, j'étais au tout début du mien. Et vraiment, cette connexion, elle a fait énormément sens parce que pour Christelle, ça lui a permis de trouver un peu... de trouver quelque chose de positif à tout ce qu'elle venait de traverser en se disant ça va me permettre d'aider quelqu'un dans son parcours, d'aiguiller en fait un petit peu. Et moi, ça a été vraiment mon phare, quoi. Ça a été ma lumière parce que je lui posais tout plein de questions que je ne pouvais pas forcément poser à l'équipe qui m'accompagnait, des questions pas forcément médicales, puisque sur le côté médical, j'étais extrêmement bien prise en charge avec une équipe extraordinaire, mais c'était sur la vie à côté, voilà, sur les enfants, sur la garde d'enfants, sur tous les petits à côté. Et c'est vraiment de cette histoire, de ce binôme, on va dire, qu'on a créé dans un contexte douloureux au départ, mais en fait qui a été tellement beau et qui nous a tellement aidés, qu'on a décidé de créer une association qui puisse reproduire en fait cette connexion entre d'autres femmes. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née Jeune et Rose. Donc c'est pour ça que je voulais quand même en dire un mot, parce que c'est l'identité de l'association, c'est cette sororité, effectivement, dont parlait le docteur Coucy, c'est cette connexion entre femmes qui permet de trouver de la force et des ressources. Et donc on a structuré cette démarche entre-temps de partenariat patient qui intègre la paire-aidance. On a formé, encadré, accompagné donc nos bénévoles et nos salariés, enfin toute l'équipe. Et on a construit ce projet Les Tétonnantes. Et pour parler de ce sujet de la paire-aidance, je vais appeler de nouveau à mes côtés des soutiens. Donc Laïla Yassine, qui est infirmière en pratique avancée à l'Institut Gustave Roussy, et Déborah Martinez, qui est patiente partenaire chez Jeune et Rose. Merci Valérie pour ce point hydratation. C'est important. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Merci. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Laïla, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre quotidien, votre rôle en tant qu'IPA à l'Institut Gustave Roussy? Oui, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une IPA, c'est une infirmière en pratique avancée, donc c'est un métier un petit peu récent, enfin qui a 5 ans, où on est des infirmières qui ont fait un petit peu plus d'études et en fait on s'occupe de suivre des patients en oncologie. On fait un suivi global, donc on fait une évaluation clinique, mais on suit aussi les patients en cours de traitement ou qui ont fini leur traitement. On peut en fait ajuster les traitements oncologiques, mais aussi les traitements symptomatiques. Et tout ça avec surtout en fil conducteur la qualité de vie des patients. Que ce soit à tout moment, on s'assure que le parcours il est bien ficelé, qu'il n'y a pas de rupture dans les parcours, que les besoins psychologiques, sociaux, tous les soins de support sont mis en œuvre pour les patientes.
Donc voilà, c'est des consultations qui sont complémentaires à celles des oncologues. Parfois, elles peuvent être à la place des oncologues à certains moments du parcours. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours en collaboration avec les oncologues des patients. Et en plus de tous les sujets qu'on a évoqués, est-ce que vous, dans votre pratique au quotidien, vous avez identifié des problématiques qui revenaient en fait de façon récurrente spécifiquement chez les jeunes femmes ? Alors oui, c'est vraiment, c'est pas du tout les mêmes profils. Hein. Moi, j'ai des patientes de 20 ans à 100 ans, donc j'ai pas du tout les mêmes problématiques d'une consultation à l'autre. Et en tout cas, pour les patientes les plus jeunes, il y a vraiment tout ce qui est autour du travail, de la vie sociale, de la vie intime, de la garde des enfants, notamment. Enfin, un petit peu tout ce qui est aussi la charge mentale du quotidien, qui repose encore beaucoup sur les femmes, et s'autoriser à déléguer. Donc c'est quelque chose que les patientes jeunes ont du mal à faire, je dirais peut-être même beaucoup de femmes, pas que les patientes jeunes, mais du coup on essaye de voir quelles ressources on a pour qu'elles puissent solliciter des aides, donc que ce soit auprès du service social, auprès des associations, que ce soit pour de l'aide ménagère ponctuelle, de l'aide pour la cantine, pour les enfants, pour avoir une journée pour elles, voilà. Et aussi les associations de patients pour avoir un soutien plus entre pairs. Là, ça me fait penser, je fais une parenthèse, vous avez parlé de la charge mentale et de temps pour soi. Et effectivement, c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, parce qu'il y a ce sujet, pour celles qui sont mamans et qui ont des enfants en bas âge ou qui parfois sont en congé parental, il y a vraiment ce sujet de la garde d'enfants qui revient quand même fréquemment et qui parfois est un frein pour accéder, par exemple, à des activités de soins de support. Donc, en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on a identifié comme problématique. Il y a des solutions, mais pas tout le temps, pas partout. Donc ça, c'est quelque chose que je veux partager. On est en train de construire, et on le fait déjà quand on peut, des solutions pour aider à la prise en charge de la garde d'enfants, pour que les patients puissent avoir accès à des soins de support. Donc avec pas spécifiquement ceux de Generose, des soins de support de façon générale, de toutes les assos partenaires aussi avec lesquels on travaille. Donc on est en train de structurer ça, et il y a les premiers pas qui sont en train d'arriver là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, et ça va de pair avec cette charge mentale, le fait d'être en non-stop, quoi. Oui, voilà, même si je peux me permettre de rebondir, c'est comme donner des rendez-vous le mercredi, c'est pas adapté, ou à 16h, alors qu'il faut aller chercher les enfants à 16h30. Voilà. C'est tout plein de choses auxquelles on fait plus attention quand on a des jeunes patientes que des patientes qui n'ont pas d'enfants en bas âge. Ok. Et vous avez aussi un parcours spécifique pour les femmes jeunes, ou des dispositifs particuliers Alors, on n'a pas de dispositif particulier. On a des permanences à Gustave Roussy d'autres associations. On a Vivre comme avant qui a une permanence dans nos espaces d'attente 2 fois par mois. Mais on a aussi d'autres associations qui passent régulièrement sur Gustave Roussy. Et on a l'espace Rencontre aidants, le comité de patients aidants. Donc il y a pas mal d'informations sur ces sujets. Puis nous-mêmes, on propose aussi d'orienter des patientes vers Generose et de voir aussi justement avec elles les ressources qu'on trouve, en tout cas qui sont fort utiles sur votre site, donc les vidéos dont vous avez parlé, surtout celles sur la parentalité, avec notamment des ressources comme des livres pour parler de la maladie aux enfants, où il y a tout plein de références pour différents âges, parce que j'en connaissais certains, mais qui ne sont pas forcément adaptés pour des enfants plus adolescents ou au contraire tout petits. J'avais quelque chose pour les intermédiaires, mais les intermédiaires, âge intermédiaire. Oui, on a une petite bibliographie, effectivement, avec un listing selon les âges des livres les plus adaptés. Et c'est vrai que je voulais effectivement souligner la présence d'associations comme Vivre comme avant, mais il y en a, je ne peux pas toutes les citer, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même un panorama associatif qui est extrêmement diversifié, qui est très riche. Il y a aussi des patients partenaires, des fois, qui sont intégrés dans certains parcours, dans certains centres de soins. Et donc ça, c'est à chaque fois pour nous des outils en plus, en fait, pour
et on voit vraiment ce que ça peut apporter, comme on en parlait juste avant le début de cette conférence, pour créer plein de maillons supplémentaires. Et donc, Déborah, toi, tu as fait ce chemin du partenariat patient. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et puis quelle est ta place dans Jeune et Rose? Oui, merci Mélanie. Donc moi, j'ai été touchée par un cancer du sein à 27 ans, quelques mois après avoir accouché de mon petit garçon. Et du coup, Jeune et Rose, j'ai connu Jeune et Rose tout de suite, au tout début de mon parcours. Et ça m'a vraiment permis de me sentir moins seule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de cette expérience-là? Je l'ai mis au service chez Jeune et Rose. Donc, j'ai été formée au DU patient partenaire de la Sorbonne de l'Université des patients de Paris, et comme plusieurs membres de l'équipe d'ailleurs. Et du coup, ça nous permet de mettre en place de la paire-aidance, l'écoute active pour les patientes, et du coup de les aider à avancer sur le chemin. On a aussi Sandra dans l'équipe qui, elle, de formation, donc qui est patiente, comme beaucoup des salariés, et qui est de formation psychologue et qui entame là un DU d'onco-psychologue. Donc voilà, tout ça, c'est pour améliorer et aider sur les problématiques spécifiques des patientes, comme on aurait aimé être aidé quand c'était nous à leur place. Concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe en fait parce que je pense que c'est intéressant de savoir comment les patientes, les jeunes femmes arrivent à nous, quelle est notre complémentarité aussi avec toutes les autres structures qui existent, et qu'est-ce qu'on peut proposer, comment. Alors en fait, souvent, les patientes sont envoyées par les centres de soins. Ils ont connaissance de notre existence, et vous êtes pour demain nos ambassadeurs pour parler de nous, et que aucune jeune patiente se retrouve seule sur le parcours. Donc il y en a qui nous trouvent sur les réseaux, qui vont sur notre site, qui nous contactent via le formulaire de contact. Derrière, donc nous, on leur répond par mail en leur expliquant ce que propose l'asso. Mais il y a tout, effectivement, les maillons de la chaîne qui peuvent être le kiné, l'oncologue, les autres professionnels de santé qui vont rencontrer les jeunes patientes, qui pourront leur parler de Jeune et Rose. On a aussi des associations partenaires parce que, en fait, entre associations, on s'envoie les patientes selon leurs problématiques. Donc, une patiente qui peut être isolée et qui a besoin de rencontrer d'autres patientes qui vivent la même chose, et bien évidemment, on l'accueille. Donc, ça va être, on va leur proposer un rendez-vous téléphonique pour bien comprendre quelles problématiques elles traversent en ce moment, et pouvoir les mettre en lien avec un groupe de parole local. Donc, quand je dis local, c'est vraiment sur leur territoire, au plus proche d'elles. On en reparlera après, mais on sait que le contact humain est souvent le plus rassurant, de rencontrer des gens physiquement qui ont vécu ça. Donc voilà pour la première partie. On met en lien avec les gens en local. Et ensuite, si on entend, par exemple, comme on a déjà parlé, des inquiétudes particulières ou des questionnements particuliers, par exemple la grossesse. Donc moi, je vais parler par exemple de Jessica qui se posait la question et qui pensait même que ce n'était pas possible dans son cas d'avoir un enfant et de pouvoir bénéficier d'une fenêtre thérapeutique. Et du coup, on a pu la mettre en lien avec une personne qui avait eu un enfant suite à une fenêtre thérapeutique. Et du coup, comme ça, elle a pu continuer son chemin, et ça lui a permis d'être éclairée sur ses questionnements. Et oui, et de se projeter, quoi, en fait. Même, je peux dire que même elle a accouché le 1er janvier d'une petite fille. Voilà, on veut les bonnes nouvelles. On veut les bonnes nouvelles. Voilà, ça c'est très concret. Il y a des rencontres aussi mensuelles, puisque tu le disais, c'est hyper important, c'est quand même la connexion en vrai. Donc là on voit des photos de différentes rencontres qu'on appelle les rencontres tétonnantes. Oui, alors il faut savoir que grâce à nos ambassadrices, donc nos ambassadrices sont toutes des patientes,
On organise une fois par mois, à peu près, dans chaque localité, des rencontres physiques. Donc, ça peut être de l'activité physique adaptée. Donc, selon les régions, on ne fait pas le même sport. On voit du surf, des raquettes. Et ça peut être aussi des soins de support, ça peut être des ateliers artistiques. Enfin, c'est selon l'appétence de nos bénévoles, ce qu'elles veulent organiser. Nous, on est là, les salariés en support. On les forme une fois par an, notamment avec notre séminaire Les États généreuses. Mais tout au long de l'année, elles ont des salariés pour les aider à organiser des actions sur le terrain pour les jeunes patientes. Et oui, c'est très clair. On fait les rencontres étonnantes une fois par mois et c'est grâce à vraiment une équipe de bénévoles très active. Donc on a 133 ambassadrices dans 52 départements et 12 régions. Donc c'est vraiment beaucoup. Et donc vous imaginez, vous voyez la photo, quand on se retrouve toutes, ça fait quand même une sacrée fiesta. Donc ça fait vraiment du monde à accueillir, mais c'est assez puissant. Donc ce sont toutes effectivement des patientes ou anciennes patientes. Et donc c'est vrai que ce temps de formation, il est important. Notre comité scientifique est aussi impliqué dans ces moments-là. Et ce sont 3 jours en fait où effectivement on accompagne la pratique de nos bénévoles et on encadre, on s'assure que les choses aillent dans le bon sens. Il faut un petit peu de temps aussi pour devenir ambassadrice. On en parlait tout à l'heure. C'est pas à tout moment qu'on peut devenir bénévole d'une asso de patiente. Ça se travaille et ça s'accompagne. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Un petit mot sur l'équipe de Paris, vu qu'on est venu voir, parce que le siège de l'association, il est à Bordeaux. Donc la plupart de l'équipe est venue de Bordeaux, une partie est venue de Lyon aussi. Mais on a une équipe sur Paris et en Ile-de-France qui est composée de 10 bénévoles ambassadrices, avec notre présidente aussi, Solène. Et puis nous avons 2 patientes partenaires qui ont le DU Passion Partenaire, qui elles vont être plus sur les parties donc d'accompagnement et aussi d'accueil téléphonique. Et nous avons 312 patientes qui ont participé aux 53 rencontres qui ont été réalisées en Ile-de-France. Ça, c'est les chiffres sur 2025. Très souvent en partenariat avec des associations du territoire, des structures du territoire. Voilà, donc on ne fait pas seul, on fait avec, encore une fois. Donc, il y en a beaucoup qui sont là ce soir, de nos super ambassadrices et de nos super bénévoles. Donc, je vais les remercier parce qu'elles s'engagent vraiment corps et âme et elles font des choses incroyables. Donc merci beaucoup et bravo à elles pour leur engagement. Laïla, je reviens à vous. Donc par rapport à ce que vient de partager Déborah, dans quelle mesure donc c'est complémentaire ou comment ça s'inscrit dans votre quotidien? Comment aussi vous pouvez utiliser, ou faire appel à des assos de patientes ou à Généreuse? Pour moi, en tout cas, dans ma pratique infirmière, la paire aidance, ça fait vraiment partie des soins de support. C'est complémentaire aux soins qui sont apportés par les professionnels de santé. On n'est pas sur les mêmes questionnements. Ça a été dit tout à l'heure, il y a des questions d'ordre thérapeutique et du parcours de soins auxquels les professionnels de santé vont pouvoir répondre. Et il y a des questions plus du quotidien ou plus intimes, où là, c'est vraiment le savoir expérientiel de la personne qui a vécu la maladie et les traitements et le parcours et tout plein de choses que nous... on connaît, mais qu'on n'a pas vécu. Donc, comme je le dis, moi, je ne me réveille pas en ayant perdu mes cheveux ou en ayant des nausées ou en ayant de la fatigue. Je peux comprendre, je peux donner des conseils, je peux accompagner, mais je ne suis pas à la place des patientes. Et comme je n'ai pas vécu ça, des fois, c'est plus aidant pour certaines patientes de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose. Elle trouve un soutien entre pairs. Aussi le fait que ce soit dans des associations, comme vous l'avez dit, vous êtes nombreuses à être formées, et puis même s'il n'y a pas forcément ces CDU de patients partenaires, c'est quand même des patientes qui ont pris du recul
sur leur maladie, sur leur expérience personnelle pour pouvoir être soutenante en fait auprès de patientes de façon différente. Peut-être que ce qui était bien pour elles, c'est pas forcément ce que la personne en face sera la meilleure solution pour elles, mais en tout cas elles sont en capacité de les accompagner également. Et du coup, c'est vraiment un gage de collaboration efficace en fait. On sait que les patientes qu'on envoie vers les associations de patientes, elles vont avoir des informations et un soutien qui est adapté. Ok. Je ne sais pas si adapté c'est le terme, mais en tout cas, on sait que les informations elles sont sécurisées ouais. Et que les patientes partenaires ou les associations de patients, s'ils repèrent une difficulté, une fragilité psychologique ou un besoin de soutien ou de réorienter vers l'oncologue, ne vont pas se substituer à l'oncologue ou aux professionnels de santé. Oui, ça c'est sûr. C'est toujours cette complémentarité qu'on vise. Exactement. De toute façon. Et comment très concrètement, comment vous pouvez vous saisir dans votre quotidien de ce qui est proposé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et du coup comment on fait pour orienter, pour avoir la bonne info au bon moment? Alors la bonne info au bon moment, en fait le moment il est différent pour chaque patient. Il y a des patientes qui vont exprimer ce besoin rapidement dès l'annonce du diagnostic et d'autres pas forcément avoir besoin de cette pérédance tout de suite dès le diagnostic, ça peut arriver plus tard. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de le proposer à tout moment, même quand quand on pense qu'il y a peut-être que le parcours est terminé, c'est pas toujours le moment le plus simple, comme il y a moins de visites à l'hôpital. Donc du coup, il peut y avoir une sensation d'abandon et parfois entre deux consultations, ça peut être un soutien justement d'avoir des ateliers ou des activités, oui. Des rencontres avec des associations de patientes, avec d'autres patientes. Ok. Nous, je crois que vous utilisez parfois l'agenda en ligne. J'ai vu passer la slide d'après, et je crois que c'est un petit point de vue sur le site internet. Est-ce que des fois vous allez dessus? Je crois que vous l'avez dit en préparant cet événement, donc on trouvait que c'était intéressant de le partager. J'aime beaucoup les ressources qu'il y a sur votre site, à la fois pour moi en tant que professionnelle de santé, et je le conseille vraiment aux autres professionnels de santé parfois de s'en saisir en consultation, si on a le temps, si on est en consultation. Après, si on est en soins au lit du patient, on peut en parler. Mais pour aborder certains sujets, comme on l'a dit tout à l'heure, des vidéos sur la fertilité, sur les projets parentaux ou sur la sexualité aussi. Donc les vidéos sont vraiment top. D'ailleurs, j'ai même découvert qu'on pouvait les écouter en anglais. On a découvert ça avec Angélique, ça se traduisait automatiquement. Et aussi, surtout, l'agenda. Souvent, quand je présente l'association aux jeunes patientes, je leur montre directement le site et on regarde ensemble les activités qu'il y a pour qu'elles aient un petit peu une idée et qu'elles se projettent aussi, directement dans ce qui est possible de faire avec l'association. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, ce qui était à votre question précédente, excusez-moi, c'est qu'aussi le fait de rencontrer d'autres patientes, ça permet aussi de se projeter. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir de l'espoir et des projections, des perspectives sur des trajectoires, surtout si elles sont en début de traitement, sur comment on peut vivre et se réhabiliter après un traitement, avoir un projet familial, avoir tout ce type de thématiques que vous abordez dans votre association et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres associations où le public est un petit peu plus large. Mais encore une fois, c'est ça. C'est vrai qu'on a un aiguillage assez particulier, et c'est ce qui fait qu'on s'inscrit dans un panorama aussi, et que on n'a pas toutes les clés, mais on essaye d'activer celles qu'on a identifiées sur cette tranche de vie en fait qui peut être prioritaire. Donc effectivement, il y a cet agenda. Sur l'agenda, il y a donc toutes les rencontres qui sont en présentiel, mais il y a aussi les rencontres qui sont en distanciel. Donc on va en parler un petit peu après, parce que c'est vrai qu'on
on n'est pas partout, on n'est pas dispo tout le temps, et donc on est là qu'une fois par mois. Donc c'est là où c'est très intéressant de faire comme vous le faites, d'avoir cette connaissance de tout le réseau pour pouvoir dire là il y a une rencontre de Jeunes et Roses, mais c'est peut-être que dans 3 semaines, mais en attendant, il y a toutes les autres assos qui proposent aussi des choses peut-être de façon plus quotidienne et moins ponctuelle que nous aussi. Et puis, il y a aussi le côté distanciel qui, lui, est accessible tout le temps, même si on est fatigué, etc. Donc, mais on va en parler après, je crois que c'est pas trop le sujet pour le moment. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, j'ai oublié quelque chose. Parce qu'on avait la volonté de vraiment faire des rencontres en dehors de l'hôpital. C'est pas le cas tout le temps, mais nous, voilà. Donc simplement, des fois, juste aller boire un verre entre pinquettes, comme on s'appelle. Et ça fait du bien. Et puis ça permet de se sentir un peu normal pour une jeune femme d'une 30aine d'années. Mais bon, voilà, qui va rencontrer... En fait, c'est dans la vraie vie, quoi. C'est ça que... Oui, c'est vrai que c'est un peu le point des Tétonnantes, c'est créer du lien normalisé, en fait, en quelque sorte, et dans des activités qui sont un peu, des fois, décalées ou ludiques, et qui, en fait, permettent de créer des espaces de connivence qui derrière peuvent créer cette complicité, en fait, parce qu'on ne peut pas arriver dans un groupe et forcément se livrer toujours. Donc c'est en fait tout l'objectif aussi quand même de créer ces moments de convivialité et d'échange, c'est de favoriser aussi les échanges sur des thèmes très spécifiques comme la sexualité, que ça peut être par exemple très compliqué d'en parler, et on voit que ça se fait plus facilement dans nos rencontres. Et on fait intervenir des professionnels aussi, ça c'est important de le souligner, des sexologues par exemple, qui font un travail formidable avec nous au quotidien. Il y en a une dans la salle ce soir, donc je lui dis merci beaucoup. Et on a la chance d'être accompagnés par des professionnels qui sont extrêmement impliqués dans les soins de support, dans l'accompagnement en oncologie, qui sont engagés depuis très longtemps et qui nous ont suivis dans ce projet des Tétonnantes, donc que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et on les remercie parce que voilà, on ne le fait pas seul. Encore une fois, on fait avec plein d'expertises en fait qui sont nécessaires pour traiter de ces sujets-là. Donc merci beaucoup. Je crois que Laïla, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Non, je pense pas, mais comme vous l'avez dit, Jeunes et Roses, c'est vraiment une association qui permet de faire du lien. Et en plus, comme vous le dites, à différents niveaux, que ce soit, il y a des vidéos que les patientes peuvent regarder toutes seules chez elles, des fiches qu'elles peuvent télécharger synthétiques. Il y a aussi ces visios pour celles qui habitent loin, qui n'ont pas forcément de rencontres à proximité de chez elles, ou qui ne peuvent pas, ou sont trop fatiguées, qui n'osent pas. Et puis après, il y a aussi ces activités et encore ces petits moments de convivialité. Donc il y en a vraiment un petit peu pour chacun, quoi. Pour tous les goûts. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce qu'il y a autant de diversité qu'il y a de gens différents et d'appétences différentes dans l'association. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait un panel de propositions qui puisse correspondre à tout le monde. Et je pense qu'on va en parler un petit peu plus dans quelques instants. Mais merci beaucoup à toutes les deux pour votre présence. Donc là, on va arriver sur la deuxième partie, effectivement, de ce sujet sur l'accompagnement, qui va être concerné tout l'aspect digital qu'on vient d'évoquer. Et donc, c'est vrai qu'il y a un panel de propositions, et on va vous les présenter un petit peu plus en détail. Et pour cela, je vais appeler Maëva Landon, qui est notre responsable de communication et qui aussi est en charge de pas mal de nos projets digitaux et qui va vous les présenter. Pipelette. Je sais plus, j'étais triste, je sais plus pourquoi par rapport à mes cheveux. Et je reçois une photo de ma grand-mère qui s'était rasée les cheveux. D'ailleurs, elle s'est rasée les cheveux. Mais c'est trop adorable. La seule chose à laquelle je pensais, c'était comment je vais dire ça à ma mère. Comment je vais annoncer à ma mère que sa fille unique, parce que moi je suis fille unique, je suis très fusionnelle avec mes parents. Et je me suis dit, je vais leur
bousiller la vie en fait. Ils ont toutes les deux réagi différemment en fait. À 3 ans, ils sont très concrets, très terre à terre. Donc en fait, elle avait besoin de sentir la boule dans le sein. Elle voulait toucher la boule. Les cheveux, elle avait envie de voir. Alors que la grande, elle avait 5 ans, elle allait bientôt faire 6, elle est déjà un peu plus... elle est moins dans le concret, elle s'imagine déjà des choses un peu plus graves dans sa tête. Et elle était plus dans une forme de déni. Quand je lui parlais du cancer, la première fois que je l'ai annoncé, elle n'a eu aucune réaction, alors que la petite, tout de suite, elle voulait toucher. Aujourd'hui, on fait donc cette vidéo sur la socio-esthétique. Donc, effectivement, Marilyn est socio-esthéticienne. Elle va vraiment vous donner des conseils. Est-ce que durant les traitements, on vous a expliqué comment protéger en amont vos ongles? Moi, c'est Noémie. Je suis aussi intéressée par le côté cils et sourcils qui sont en train de gentiment disparaître. J'anime les visiodiètes, j'accompagne les patientes pour parler de leur alimentation pendant les traitements. Après chaque visio, on envoie un petit colis aux patientes. Aujourd'hui, j'ai choisi de mettre des féculents complets pour augmenter notre apport en fibres. On envoie des livres pour parler de la maladie aux enfants qui sont adaptés selon leur âge. On a la chance de recevoir Amélie, Léonard et Julie Favreau qui ont pu bénéficier de la technique du DPI, diagnostic pré-implantatoire. Du coup, on a mis 4 ans à réussir à avoir cette petite merveille. On est ravis de recevoir Marthe Ducos, qui est psychologue, spécialisée du coup dans l'accompagnement des enfants et des adolescents, qui exerce notamment en oncologie à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Bonsoir à toutes et tous. Donc, en effet, après vous avoir présenté tout ce qu'on propose en termes de pérédance en physique, en présentiel, maintenant on va vous parler un petit peu de ce qu'on propose à distance. C'était important pour nous d'être présents à distance parce qu'on est consciente que toutes les jeunes femmes qui sont touchées par un cancer du sein, mais parfois ne peuvent pas être présentes lors des rencontres en physique, pour plein de raisons qui leur sont propres, que ce soit des contraintes tout simplement de distance, la fatigue aussi qui peut être induite due au traitement, ça peut aussi être des contraintes familiales, professionnelles, et il y a aussi parfois tout simplement le souhait de ne pas forcément être présente en physique, et ça c'est quelque chose qui est important pour nous de respecter. Donc ce digital, il permet justement d'aller à l'encontre de toutes ces contraintes et de vraiment être présente au plus près de toutes les jeunes femmes qu'on accompagne. Donc la première solution qu'on a trouvée, c'est les podcasts. Donc ils sont nés en 2023. On a entamé la 3e saison en septembre dernier. Donc ce podcast, c'est vraiment de l'échange, de l'entraide, de la sororité, comme on l'a dit plein de fois depuis le début. C'est en fait des rencontres entre patientes. Donc elles sont 3 à chaque épisode. Les épisodes durent à peu près 1 heure. Donc comme sur la photo, là on a Wendy, Anaïs d'ailleurs, qui était présente aujourd'hui, et Caroline au centre, qui est aussi une patiente et une membre de Jeune et Rose. En fait, on a 2 animatrices de ces épisodes, Laetitia et Caroline. Et donc voilà, c'est vraiment des échanges informels. L'objectif, c'est pas d'informer médicalement, c'est vraiment plutôt d'apporter des références de vécu, de parcours, vraiment de permettre aux patientes qui les écoutent de se sentir moins seules, de se sentir représentées et d'avoir des réponses à des questions qu'elles se posent et auxquelles elles n'ont peut-être pas encore eu leur réponse. Ce podcast, il est à destination bien sûr des femmes qui sont touchées par un cancer du sein, et ce quel que soit leur âge, et pas que cancer du sein d'ailleurs, ça peut aussi être intéressant pour d'autres femmes touchées par d'autres types de cancers. Et pour vous donner quelques exemples de thématiques qu'on a abordées jusqu'à présent, on a par exemple un épisode qui s'adresse aux conjoints. En fait, on a fait venir des conjoints pour qu'ils racontent leur vécu, leur regard sur la maladie de leur conjointe. On a aussi parlé de la reconstruction à plat, aussi comment se réapproprier son corps après avoir fait la décision de faire une reconstruction à plat. On a parlé aussi de vie intime, là encore une fois, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est un peu personnel. Parfois, les patients n'ont peut-être pas envie d'en parler directement avec une autre patiente ou des professionnels de santé. Donc, d'entendre un podcast de femmes qui en parlent sans tabou et de manière complètement décomplexée, ça peut les aider à, on l'espère, trouver des solutions pour se reconnecter à leur corps et à leur vie intime. Donc voilà, c'est quelques petits épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à présent, mais voilà, vous pouvez trouver tous les épisodes de toute façon filmés sur YouTube et sur Spotify. Depuis peu, maintenant on peut voir les personnes, parfois c'est plus sympa. Et aussi en audio sur Deezer et sur Apple Podcast. Donc ça peut aussi être une ressource
pour certaines jeunes femmes. Et ce podcast, ça peut aussi s'adresser aux proches et aux aidants, parce que là aussi, parfois, les aidants ont des questions qu'ils n'osent peut-être pas poser à leur entourage, et d'écouter le podcast peut leur permettre d'avoir certaines réponses, et aussi tout simplement de mieux comprendre ce que traversent leurs proches. Et ça peut aussi aider les professionnels de santé, là encore une fois, à avoir d'autres exemples de vécu et d'expériences patients. Donc voilà, c'est un premier format d'accompagnement à distance. Et après, on propose aussi des visios, comme on l'a vu sur la vidéo. Là, encore une fois, c'est toujours dans une solution de sororité, d'entraide, de créer du lien, mais à distance. Et c'est vraiment quelque chose d'historique, c'est-à-dire qu'au tout début de Jeune et Rose, il y a vraiment eu un souhait de proposer ces rencontres à distance, parce que en fait, les jeunes patientes étaient un petit peu éparpillées partout en France, donc c'était un moyen de se retrouver et de continuer de créer du lien. Donc voilà, et quelques petits exemples de visio. On parle par exemple diététique, on parle rapport au corps aussi, réappropriation de son nouveau corps, on parle intimité. Et en fait, chaque visio est toujours co-animée par des professionnels de l'accompagnement, donc par exemple des diététiciennes, des oncopsychosexologues par exemple, on a aussi des socio-esthéticiennes. Enfin, voilà, à chaque fois il y a un ou une professionnelle de l'accompagnement et aussi une patiente partenaire. Donc elles sont vraiment deux à animer ces visios. Et ces visios, c'est vraiment à micro ouvert, caméra ouvert, vraiment où la parole est la plus libre possible. Et parfois, il y a des patientes qui viennent et qui n'ont pas forcément besoin d'échanger, mais qui ont juste besoin d'écouter. Et on espère qu'elles y trouvent ressources. Et donc, ces visios, elles sont réservées à 15 personnes à peu près. On limite à 15 personnes pour que tout le monde puisse avoir la parole si elles le souhaitent, sur inscription. Et bien sûr, c'est toujours gratuit. C'est très important pour nous que tout ce que l'on propose aux patientes soit toujours complètement gratuit pour faciliter l'accès aussi. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour les visios. Et donc en complément de ces visios, on envoie aussi des colis réconfort aux patientes, parce que parfois dans certaines situations, en fait, le cancer peut précariser. Que ce soit parce que une jeune femme qui est touchée par un cancer du sein en pleine étude ou au tout début de sa carrière professionnelle, voilà, le cancer peut vraiment avoir des conséquences financières aussi. Donc on envoie ces colis avec des produits, des ressources, des livres, voilà, plein de choses adaptées à son parcours pour qu'elle n'ait pas à faire cet investissement elle-même et qu'on soit là à ce moment-là pour elle. Donc, par exemple, on envoie des colis d'accueil aux patientes qu'on accompagne tout juste, avec plein de petits mots réconfort, voilà, pour vraiment être au plus près d'elles. On envoie aussi des livres, par exemple, adaptés à l'âge des patientes, des livres donc, pour leurs enfants, pour qu'elles puissent introduire le dialogue avec leurs enfants, trouver les bons mots à aborder. Et on a aussi des colis pour, par exemple, les visios sur la sexualité, où on envoie en fait des ressources et des objets qui sont vraiment pensés pour que les jeunes femmes puissent se reconnecter à leur corps et à se réapproprier leur vie intime. Donc voilà un petit panorama de ce qu'on propose à distance. Et je crois, oui, voilà. Merci beaucoup, Maëva. C'était hyper efficace comme présentation. Un petit format sur lequel je voulais revenir un petit peu plus en détail, c'est les lundis de la parentalité. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place l'année dernière parce que c'était le sujet qui revenait vraiment tout le temps avec des questions qui recroisaient, en fait, qui revenaient très régulièrement. Et comme les visios dont Maëva parlait à l'instant ne sont pas disponibles en replay puisqu'elles sont à caméra et micro ouverts et que donc pour des raisons de confidentialité, évidemment, elles ne sont pas du tout disponibles en replay. Et souvent, on nous posait des questions en nous disant « Mais oui, mais je n'ai pas pu me connecter à la visioparentalité et j'ai cette question ». Et comme c'était souvent les mêmes questions qui revenaient, on a mis en place ce format qui, là, pour le coup, est plus en format webinaire. Donc là, pas de caméra, pas de micro, c'est des formats très courts. Et là, on essaye de répondre à chaque visio à une question, donc avec des spécialistes à chaque fois. Sur des sujets vraiment très spécifiques. Ça va être par exemple des inquiétudes par rapport aux examens d'imagerie et aux injections. Donc est-ce que je peux être en lien avec mes enfants, sachant que j'ai eu une injection par rapport à un scanner, etc. Et là, on va faire intervenir un radiologue qui va vraiment
mettre les bonnes informations au bon moment pour soit rassurer ou soit accompagner ce questionnement-là. Voilà, et beaucoup de sujets dont on a déjà abordé ce soir. Et à chaque fois, l'idée, c'est une question, une réponse, un spécialiste et un partage de vécu. Et ça, c'est vraiment accessible en replay tout le temps, en fait. Donc là, comme ça, c'est au moins comme le podcast, c'est vraiment disponible au moment qui est le bon pour chacune. Donc, les lentilles de la parentalité, et je me suis perdue dans le fil. Ah ben voilà, merci beaucoup, assistance technique. Donc là, je reviens sur le tote bag magique où il y a toutes les ressources. Donc l'idée vraiment ce soir, c'est vraiment de vous présenter Jeune et Rose et de vous faire un peu mieux connaître tout ce qu'on fait. Donc évidemment, le but c'était aussi que vous puissiez repartir avec toute la documentation qui reprend ce qu'on a présenté ce soir. Donc là, il y aura ce petit flyer Les Tétonnantes qui reprend tout ce qui a été présenté dans cette séquence. Donc l'accompagnement à distance, en physique, le podcast et les visios, et puis les petites affiches tétonnantes qui ont un petit QR code qui renvoie vers l'agenda qu'on a présenté tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est que vous ayez le kit complet, on va dire, pour mieux connaître l'association et mieux pouvoir en parler aussi aux patientes que vous accompagnez au quotidien. Et on va arriver, je pense, sur... Bon, je me suis vraiment perdue. Voilà, c'est ça. Donc, mais en fait, on va être dans un super timing. On s'est mis une pression folle pour vraiment vous libérer pas trop tard, parce qu'on sait que voilà, vous avez déjà pris de votre temps dans une journée très chargée pour venir nous voir. Et donc, on va s'approcher déjà de la fin de cette conférence, mais pas encore. Et donc, il y a ce petit mot qu'on a demandé aux patientes qui croisent notre chemin. On leur a demandé un mot sur Jeune et Rose. Et donc, voilà, je pense que c'est elle qui en parle le mieux. L'isolement, rebooster, une bulle de bienveillance, de l'optimisme, espoir, solidarité, du soutien, rassurant, une bouffée de bien-être, ressources, entraide, déculpabilisation, de l'aide, réconfort et partage, confiance en l'avenir. Je pense que ça résume vraiment bien tout ce qu'on a pu partager ce soir. Voilà, c'est ça, c'est déjà le mot de la fin. C'est pour ça que j'étais perdue. C'est que je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas déjà fini. Mais si. Donc un petit mot de récap sur tout ce on vous a présenté ce soir. L'idée, c'était vraiment de vous présenter Jeune et Rose. C'est la première fois qu'on fait un événement sur Paris. Et donc, on voulait vraiment vous faire connaître notre association, vous expliquer pourquoi on a créé cette association, qu'est-ce qu'on peut y proposer, comment, avec quelle tonalité, avec qui aussi, et puis qu'est-ce qu'on a déjà construit et qu'est-ce qui est aussi à venir. Donc il y a les outils Alerte Rose qui sont les capsules vidéo qu'on vous a présentées au départ. Et il y a les outils Tétonnantes, donc en présentiel ou en visio, qui sont notre projet de rencontre en fait et d'entraide. Après, oui, Jeune et Rose, on n'avait pas le temps de vous présenter l'ensemble de nos activités, mais il y a aussi tout un axe qui est autour de la prévention et du dépistage précoce. Ça, c'est essentiel pour nous. Donc, c'est une grosse partie de notre engagement aussi. Donc, on voit quand même 5000 lycéens chaque année. Donc, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de temps passé à aller aussi partager nos histoires et surtout animer des ateliers très concrets avec des informations vérifiées sur la connaissance de son corps, la symptomatologie du cancer, expliquer aussi à quel point pour nous c'est important de rendre à notre poitrine aussi d'abord son aspect santé auprès des jeunes, donc de désexualiser la poitrine, d'informer sur le rapport au corps, sur
avec des outils très concrets, avec des infirmières scolaires aussi qui nous accompagnent. Donc voilà, ça c'est le côté prévention, c'est assez essentiel dans la vie de notre association. Il y a nos engagements aussi, donc on a beaucoup d'engagements, pas seuls, mais avec nos partenaires du monde associatif, et notamment on a porté un engagement très important ces 2 dernières années pour la mise en place pour le vote en fait de cette proposition de loi sur le registre national des cancers, pour mieux comprendre les cancers, pour mieux les identifier, pour mieux les accompagner sur tous les territoires, et comprendre aussi ces augmentations des cas de cancer chez les jeunes qui sont quand même assez questionnants et qui soulèvent beaucoup d'inquiétudes. Donc on a eu cet engagement, ce premier engagement de plaidoyer. Pour nous, c'était la première fois qu'on allait qu'on s'est engagé dans cette voie-là, et on l'a fait avec d'autres associations qui, elles, étaient bien plus aguerries que nous et qui nous ont aidés à porter ce sujet. Et donc là, il y a un premier décret qui est passé. Donc le registre national des cancers en France est en train d'avancer énormément. Donc c'était important pour nous de vous le partager. Et puis voilà, je voulais aussi tout simplement vous remercier, parce que pour une première, on est quand même vraiment contente d'avoir eu autant de monde mobilisé ce soir, qui a donné de son temps sur une journée spéciale où on sait que voilà, il y a beaucoup de rendez-vous déjà. Donc merci d'avoir été là. Merci bien sûr à Anne Salomon, au docteur Coussi, à Laïla et à toutes nos intervenantes qui ont pris de leur temps pour venir parler de ce sujet à nos côtés. Et puis je crois que j'ai des petites slides pour m'aider sur ces remerciements. Voilà, donc on a dit que toutes les actions qu'on proposait effectivement étaient gratuites, mais elles ont forcément un coût. Et donc ce coût, il est supporté grâce à des soutiens qui sont très importants et toute l'année. Donc là, il y a tous les partenaires qui sont engagés sur les actions pour les patientes. Et donc on les remercie vivement, parce qu'elles ont donné ils ont vraiment permis de donner un élan considérable à nos actions pour les patientes. Et nous avons aussi des partenaires associatifs. Donc j'en ai parlé beaucoup tout à l'heure. Donc comme je ne peux pas citer tout le monde, et mon Dieu, j'espère qu'on n'a oublié personne, parce qu'on travaille avec beaucoup d'associations. Mais notre quotidien, il est rythmé par ces partenariats, par ces échanges avec des assos donc, à Paris, mais dans toute la France. Donc il aurait fallu plusieurs slides pour mettre l'intégralité des associations, mais ça, c'est vraiment les assos avec qui on a un lien tous les jours. Donc, que ce soit sur les actions de plaidoyer, sur les actions d'accompagnement, sur la prévention, on est vraiment ensemble. Donc c'était important. Et puis l'événement de ce soir, il a eu lieu grâce à des gens qui sont engagés vraiment de façon majeure à nos côtés. Donc Ruban Rose évidemment, et Anne Salomon l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi donc Novartis, Daiichi et la Banque française mutualiste qui se sont engagés à nos côtés. On avait envie de leur donner un petit peu la parole aussi, parce que leur engagement va au-delà de cette soirée. Donc c'était important d'ouvrir aussi sur les autres actions. Donc merci de les applaudir donc, pour les Elena, Emmanuel et Aura. Merci Mélanie. Bonjour à tous, bonsoir. Elena Mingui, chargée de relations institutionnelles et mécénat à la Banque française mutualiste. Donc, la Banque française mutualiste, rapidement, c'est la banque de chaque agent du secteur public, donc, dont les professionnels de santé. Et donc on est ravis d'accueillir Jeune et Rose ce soir au sein de nos locaux. Mais on est heureux de soutenir cette association au-delà de cette conférence, parce que justement vous soutenez les professionnels de santé à soigner, mais aussi à prendre soin d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, et c'est pourquoi on vous accompagne au quotidien. Et merci à vous pour vos actions et pour votre investissement tous les jours. Voilà, merci. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Aura Galindo, et responsable de communication chez Novartis. Et pour nous, c'est vraiment un plaisir de travailler avec l'association Jeune et Rose, parce que vous faites déjà un énorme travail
pour les cancers du sein, mais toujours d'une façon innovante, avec les titicolis, les ateliers poète-poète, effectivement, oui, les ateliers poète-poète, et aussi avec la bande dessinée. Donc, c'est vraiment une très, très bonne collaboration qu'on a ensemble. Et merci beaucoup à tous les intervenantes de ce soir, parce que vous nous permettez aussi de nous rapprocher finalement à votre réalité et à vos difficultés. Donc merci beaucoup pour ces super événements. Bonsoir, moi je suis Emmanuel Ezé, je suis le responsable médical de l'engagement patient et aidant pour Daiichi Sankyo. Je suis fier d'être là ce soir. Merci en tout cas à vous de pouvoir avoir fait tout ce que vous avez fait ce soir. Merci de nous donner la parole. Et cette parole, elle est pour vous. C'est bravo. Quand j'ai quitté mes collègues tout à l'heure, ils m'ont dit tu leur passes le bravo. Tu leur dis bravo. On a eu la chance de pouvoir accueillir Angélique dans nos locaux pour un atelier et des ateliers poète-poète. Et tout le monde a fortement apprécié. C'était un très bon moment au sein de l'entreprise. J'invite toutes les entreprises à en faire de même, vraiment. Pour ceux qui ne savent pas, les ateliers poète-poète sont des ateliers de sensibilisation à l'auto-examen sur des bustes en silicone. Voilà. Donc ça se passe très bien. Voilà, je précise parce que là je me dis, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui se disent qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Donc, avec la médecine du travail et tout est très bien encadré. Et voilà. Et c'est juste le nom, évidemment, comme tous nos autres noms, qui effectivement est un petit peu espiègle, on va dire. Un mot aussi pour vous dire qu'on a été fiers aussi de pouvoir vous soutenir l'année dernière pour la précédente conférence. Fiers de vous avoir soutenu aussi pour le projet artistique auprès des jeunes lycéens et étudiants. C'était un super beau moment et merci pour toutes ces images et ce temps que vous avez proposé aux enfants. Et puis fier aussi aujourd'hui pour vous avoir soutenu pour cette conférence qui est inspirante et fier assurément pour l'avenir et avec vous pour le futur, j'en perds mes mots, mais en tout cas à l'avenir avec vous assurément. Merci, bravo pour votre engagement, pour tout ce qui est prévention, pour la sensibilisation et pour le militantisme, comme vous l'avez dit, bravo pour ce registre national des cancers. Et puis juste un dernier mot, et en utilisant votre vocabulaire, au nom de tous les salariés de Daiichi Sankyo, nous vous félicitons. Merci. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Il est très bien trouvé. Donc effectivement, oui, c'est vrai que les jeux de mots, c'est notre passion en fait depuis le début. Donc c'est vrai que j'ai parlé de la prévention, j'ai pas dit les noms. Donc effectivement, le projet Tétonnante pour les patientes et le projet Télététon sur la prévention avec les ateliers poète-poète. Donc oui, on aime bien faire des petits clins d'œil. Je crois qu'il faut que je me décale un petit peu pour... si, parce qu'il y a l'équipe technique qui doit dégager cet espace. Équipe technique. Donc voilà, il est temps de remercier aussi notre magnifique comité scientifique qui a grandement été impliqué dans tous les supports qu'on vous a présentés ce soir. Et qui est impliqué au quotidien dans la vie de l'association. Et en particulier, il y a une membre de notre comité scientifique qui est présente ce soir, mais pas à son titre de membre du comité scientifique, mais plutôt dans sa place d'artiste. Et là, on va arriver sur la conclusion de cette conférence avec un moment qui est extrêmement important pour nous. C'est un moment artistique qui est unique. Et je pense que les principales intéressées en parleront mieux que moi. Donc j'appelle Aïcha Ndoye et Céline Madsen-Boyer qui vont vous proposer un moment suspendu. Avec 2 cancers du sein, j'ai perdu 3 années en traitement. J'ai failli être stérile à 29 ans. J'ai perdu mes seins, mon utérus, mes cheveux. Et le pire, j'ai perdu mon père, parti d'un lymphome. Alors, avec ma plus jeune sœur, qui a eu un cancer du sein aussi, nous avons été malades tous les 3 en même temps.
un père et ses 2 filles. Mais même si nous perdons beaucoup de choses, nous gagnons. Nous gagnons aussi par notre espérance, par notre fraternité, par notre sororité et notre amour. Nous tenons debout et nous dansons pour célébrer la vie et célébrer celles et ceux qui dansent dans les étoiles. Je danse ce soir pour tous les malades et tous les accompagnants, pour que la joie et le courage l'emportent. Je danse sur la voix magique d'Aïcha, qui fait partie de mes soignants. Elle représente tous ces soignants, toutes les mains tendues, toutes les tendresses en blouse blanche, tous les élans d'amour. Nous ne faisons qu'un ce soir et nous allons gagner. Et si je danse en robe rouge, c'est parce que nous sommes tous des phénix. Bon, je pense que Céline a bien tout résumé. Tout est une histoire de connexion, comme la connexion entre 2 patientes qui a fait naître Jeanne et Rose. Là, c'est la connexion entre une soignante et une patiente. Et c'est un hommage à toutes ces patientes qui, pour moi, sont des guerrières. Et voilà, on a fait cette chanson qui s'appelle Pour qu'elle danse et qu'on va vous présenter ce soir. Je la vois trembler sous la lumière. Je voudrais prendre toute sa douleur, mais je n'ai que ma voix, que mon cœur. Alors je chante à l'orée du sommeil, comme une étoile dans le ciel, pour qu'elle sente, même dans le noir, qu'on est 2 à vouloir y croire. Je vois le feu danser, bien sûr. Elle porte ses combats en armure. Si ma voix peut l'apaiser, je chanterai sans m'arrêter. Aucune voix ne parle à tort. Elle se relève et danse encore. Parfois elle doute, parfois elle peur, mais elle avance debout sans peur. Ses cicatrices courent sur sa peau. Quand elle danse, je retiens mon souffle. C'est la vie qui revient en boucle, et chaque pas devient un cri qui dit au monde: je suis en vie. Elle porte ses combats en armure. Si ma voix peut l'apaiser, je chanterai sans m'arrêter. Aucune voix ne parle à tort. Elle se relève et danse encore. Je suis là, je tiendrai sa main, même dans l'ombre jusqu'au matin. Je chanterai tout contre sa peau, pour que la vie reprenne le tempo. Danser, bien sûr. Elle porte ses combats en armure. Si ma voix peut l'apaiser, je chanterai sans m'arrêter. Aucune voix ne parle à tort. Elle se relève et danse encore, pour qu'elle danse. Merci.
Merci beaucoup. Et bonne soirée. Mais merci. Merci tellement à toutes les deux. Ce que vous représentez, c'est magique. Merci pour ce moment incroyable. Pour nous, il n'y avait rien de plus extraordinaire, comme je vous l'ai dit déjà, pour clôturer ce moment et pour illustrer les magnifiques liens qu'il peut y avoir entre une chirurgienne et sa patiente. C'est juste extraordinaire. Bravo à vous pour ce que vous êtes, tout simplement. Merci. Mais je vous remercie à tous d'avoir été là. Je crois que là, on est vraiment très émus de cette première conférence à Paris, de ce moment avec Aïcha et Céline. Donc, je n'ai pas trop les mots. Je dois remercier aussi Clara et son équipe qui vous ont filmé toute la soirée, qui ont filmé la conférence, donc qui sera disponible entièrement en replay. Et puis, on va aussi vous passer ce fameux QR code pour avoir vos retours et ce qu'il y a d'améliorable, tout ce qu'on peut changer ou toutes vos idées aussi pour faire évoluer nos actions, nos projets. On est vraiment preneuse de tout ça, toutes les idées de partenariat possibles aussi avec vous. Donc voilà, je dis un immense merci, un immense bravo à Angélique Dupré qui ne voulait surtout pas que je dise ça, parce que c'est quand même elle qui tient toutes les ficelles de cet événement et qui a tout organisé depuis des mois et des mois et des mois avec une assiduité, une précision, une orfèvrerie, j'ai envie de dire. Donc merci beaucoup à elle et bravo pour son travail. C'est la directrice de l'antenne Généreuse Auvergne-Rhône-Alpes et c'était la toute première ambassadrice de Généreuse, ça il faut le dire. Et donc, voilà, je la remercie et pour tout le travail qu'elle fournit au quotidien et pour tout ce qu'elle est. Voilà. Bisous. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et bonne soirée. Et puis, on reste ensemble, on reste disponible pour vous tout le temps. Donc, merci à tous.